il y a un moment donné, on est dans carrément autre chose. La tension, elle est à son maximum. Et elle l'a été à plusieurs reprises. On sent qu'il n'y a pas une mouche qui vole. Tout le monde est suspendu au discours. Et quand il y a une énergie comme ça d'écoute assez unanime, c'est très plaisant. Et en même temps, c'est très prenant et c'est très émouvant. Alors, de plus en plus de gens sont en quête de réponse. Oui, ça, il y a une vraie quête. Après, pas forcément dans le bon ordre et pas forcément de la meilleure façon qu'il soit, mais qu'il y ait une vraie quête, une vraie demande et que ça s'amplifie, que ça prenne de l'ampleur, oui, très certainement. Alors, tabou non, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le domaine de la parapsychologie, à la fin du XXe siècle, fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la parapsychologie a battu son plein. Il y avait l'Institut métapsychique à Paris, qui était dirigé par des scientifiques, des chercheurs, même des prix Nobel, et pareil en Angleterre, donc vraiment la parapsychologie a de tout temps intéressé. Elle est née beaucoup, elle est arrivée en Angleterre sous, comment dirais-je, l'initiative de gens comme Myers, et plein d'autres qui ont énormément fait pour la démocratisation de la parapsychologie. Après, début du XXe siècle en France aussi également, il y a une période où ça s'est un petit peu calmé, très certainement après la Seconde Guerre mondiale, mais le sujet a toujours été d'actualité, qui a intéressé beaucoup de scientifiques. Alors la science s'est déjà un peu penchée sur mes travaux, puisque en fait un des premiers à s'intéresser à mes travaux, c'est le docteur Ian Stevenson, professeur à l'université de Charlottesville, médecin psychiatre, qui était le premier à s'intéresser à mes travaux sur la réincarnation. Et tout au long de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de médecins, des psychologues, des psychiatres, des scientifiques avec qui j'ai eu de beaux échanges. Et en fait, ce qu'ils ont apprécié dans mon travail, c'est ma façon d'enquêter, de mettre en avant les choses. Parce qu'une théorie est une théorie s'il y a beaucoup d'expérimentation derrière. Et j'ai pris conscience que ma façon de travailler leur plaisait beaucoup. Voilà. Et puis, cette honnêteté que j'ai dans mes travaux, à mener mes enquêtes et mes travaux, ça plaît beaucoup. En général, un livre me demande un an. Là, en ce moment, j'en ai 3 en cours. C'est pas pour autant que j'avance. Hein. Alors, pour quelle raison on oublie ses vies antérieures? Eh bien, je l'expliquais un petit peu en conférence, parce que l'amnésie de la réincarnation, elle est nécessaire et indispensable. Si nous avions la connaissance entière et pleine d'une vie d'avant où il y aurait eu des blessures, il y aurait eu des fractures, des événements traumatisants, ce serait ingérable et invivable dans cette vie. Donc, l'amnésie de la réincarnation, elle est nécessaire. Après, que ponctuellement, on puisse avoir des informations qui puissent nous parvenir spontanément sur nos vies passées, ça arrive à tout le monde. Voilà. Et après, c'est libre à chacun de faire la démarche pour en savoir un petit peu plus. La deuxième question, dans la même question, par rapport aux vies futures. Alors oui, bien entendu, c'est aussi un thème que j'ai énormément travaillé, puisque à titre expérimentatif, en fait, j'ai travaillé avec des élèves, par exemple avec une élève sur une année, j'ai travaillé à raison, on va dire, d'une séance par mois, sur sa vie future, en partant de la naissance et en décryptant étape par étape, mais surtout en mettant en avant aussi d'un point de vue géopolitique ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Donc là, du coup, ça devient très intéressant, puisque je vais parler de choses très larges sur ce qui se passera dans le monde au moment où la personne sera incarnée. Donc ça sera sa vie à elle, ce qu'elle va vivre, les événements, les rencontres, plus ce qui se passera dans le monde et dans le pays dans lequel elle va être. Alors, une petite anecdote, eh bien, de la même manière que je vais enquêter sur les vies antérieures où je vais consulter les archives, mais là, je vais faire le contraire. C'est-à-dire que par rapport aux informations que je vais recevoir, je vais consulter d'autres secteurs d'activité qui vont me permettre de savoir si dans cette région, ce lieu, il va bien se passer ça, etc. Donc, je le fais à l'envers, en fait, quelque part. Voilà.
la suggestion de ça. Déjà, le but de la réincarnation, c'est en se réincarnant, c'est de prendre conscience par rapport à une étape fondamentale qui est l'entre-deux-vie, de prendre conscience de ce qui s'est passé entre les deux vies, donc dans l'entre-deux-vie, sur nos points à travailler, à corriger, à résoudre, à dépasser aussi quelquefois, à approfondir. Et lorsque l'on revient se réincarner, eh bien, on va continuer un travail déjà commencé, parce que le but, pour la satisfaction de l'âme, c'est d'aller au bout de quelque chose, mais de bien le régler. C'est comme si, par exemple, voilà, vous prenez, je vais faire une image, parce qu'on n'est pas loin des vacances, vous louez une maison pour l'été, on vous la remet propre entre les mains, le but, c'est que vous la rendiez propre à son propriétaire. Eh bien, c'est un petit peu une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, mais le but, c'est qu'à un moment donné, vous arriviez à vous libérer suffisamment de vos douleurs, de vos épreuves, de vos traumatismes, de vos handicaps aussi également, pour pouvoir avancer. Plus vous allez vous libérer, plus votre âme va s'élever. Et vous allez être dans un niveau de fréquence qui va vous permettre de faire des choses de plus en plus intéressantes. Le but final, c'est de se libérer vraiment de tout ce qui nous encombre. C'est ça le but. Et justement, j'expliquais en conférence, quand je parle de cette personne avec qui je travaille depuis 14 ans, c'est de se rendre compte, le temps déjà, de mettre en avant le temps qu'il faut pour résoudre un problème. Ça peut prendre des fois plusieurs vies, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que la personne est dans l'incapacité de régler elle-même. Et il faut bien savoir que dans ce domaine-là, personne ne peut régler le problème à votre place que vous-même. Si vous-même, vous ne faites pas l'effort, vous ne prenez pas la conscience des choses, vous ne réglez pas le problème. On peut vous donner des conseils, on peut vous dire quelle voie suivre, mais si vous ne le faites pas, vous ne le sentez pas, ou que vous faites même carrément le contraire, vous vous éloignez de l'objectif. Donc le but, c'est d'essayer de régler le plus possible de problématiques pour devenir un être indépendant, libre, autonome et surtout spirituel. Alors, pourquoi j'ai accepté votre invitation? Quand mon attaché de presse me l'a proposé, ça s'est fait extrêmement spontanément, tout simplement parce que c'était Nantes. Je n'ai pas réfléchi pourquoi, j'ai ressenti qu'il y avait un contexte qui me convenait, qui était plutôt respectueux. Et c'est pour ça que j'ai souri quand vous m'avez accueilli et vous m'avez dit la chose suivante, c'est important pour vous de respecter les gens. Et quand vous m'avez dit ça, ça m'a beaucoup touchée, parce que c'était mon ressenti de départ. J'ai senti du respect, j'ai senti de la bienveillance, j'ai senti que c'était complètement possible. J'ai des fulgurances très souvent comme ça, et donc je ne réfléchis pas une heure, ça s'est imposé très naturellement. Et puis Nantes, je dirais que c'est la ville, le département, la terre de mes ancêtres. Donc j'ai passé toute mon enfance à on va dire, une soixantaine, 80 km d'ici, près de la mer, où j'ai grandi, j'ai passé toute une partie de mon enfance. C'est une ville et une région à laquelle je suis très attachée. Alors un dernier mot, eh bien, vous remercier, et en espérant que votre public et ceux qui ont fréquenté votre salon ont pu, pendant l'instant de cette conférence en tout cas, apprendre quelques petites choses et puis être curieux peut-être d'en savoir un petit peu plus. Merci à vous.